Bonjour à tous, je remercie les membres du jury d'être présents ou téléprésents pour assister à la présentation de 3 années de travail. Donc j'ai réalisé mon doctorat sur le sujet du contrôle automatique non invasif de la qualité des produits, en particulier appliqué au procédé d'injection moulage des thermoplastiques. Ce doctorat a été préparé au sein du laboratoire SIM de l'Université Savoie-Mont-Blanc, sous la direction de Maurice Pillet et Éric Perry. Donc voici le plan que je vais suivre pendant cette présentation. Dans un premier temps, j'introduirai le sujet de recherche, je présenterai les contraintes industrielles et également l'organisation de mon travail. Ensuite, je parlerai en particulier de l'apport de mon travail qui concerne l'utilisation de l'imagerie non conventionnelle pour faire du contrôle qualité en injection plastique. Ensuite, l'idée globale, c'est de vous montrer comment j'ai pu intégrer l'ensemble de ces méthodes au sein d'un dispositif de mesure et valider expérimentalement sur des cas d'application industrielle. Enfin, je dresserai un bilan de ces 3 années de recherche et je détaillerai les perspectives de recherche. Alors, le cadre de ma recherche s'inscrit dans le projet collaboratif FUI-Sapristi. Pourquoi Sapristi? Parce que l'objectif est de réaliser un système autocorrectif pour la production zéro défaut de pièces plastiques. Donc on souhaite réellement arriver au niveau de qualité maximum sur des productions industrielles. Donc voici par exemple une des boîtes que j'ai la plus étudiée. Donc c'est une boîte noire de 10 par 10 cm. Et la grande question, c'est de savoir si la pièce est bonne ou si elle est mauvaise, conforme, non conforme. Donc, pour faire un système autocorrectif, dans un premier temps, on cherche à détecter les dérives sur les caractéristiques du produit. C'est des dérives qui vont amener à de la production, à de la non-qualité. Ensuite, une fois qu'on a pu détecter les dérives, on regarde l'écart et on peut corriger en boucle fermée le procédé d'injection. Voici l'idée principale de ce projet FUI-Sapristi. Donc, de nombreux partenaires ont travaillé sur la mesure, enfin l'étude du procédé d'injection lui-même, et en particulier, par exemple, la mesure de variable d'état, donc ça veut dire température-pression pendant les cycles, comme indicateur de la qualité. L'INSA de Lyon a, par exemple, réalisé également un travail de modélisation du phénomène de plastification au sein du fourreau. Et donc, on a le procédé, la pièce va sortir du moule, et donc on obtient, après refroidissement de la pièce, la qualité finale du produit, ses caractéristiques d'aspect et de géométrie. D'autres partenaires ont travaillé sur le modèle de contrôle, l'identification, afin de réaliser un ajustement boucle fermée. En particulier, le laboratoire SIM s'est focalisé sur le produit en lui-même, c'est la mesure des caractéristiques du produit, ce qui pose de nombreuses contraintes industrielles. Le gros problème quand on va faire de la boucle fermée sur ce procédé, c'est qu'on doit attendre plusieurs heures, voire jours, quand les pièces sont massives. Donc on doit attendre le refroidissement de la pièce afin d'obtenir la qualité finale, de pouvoir mesurer la qualité. Et donc, quand on veut faire de l'ajustement, on a un délai de 1 jour, donc ça représente de grosses productions voilà, avant d'ajuster. C'est pourquoi l'idée de départ, ça a été de se focaliser sur des mesures sur de la pièce chaude, afin d'étudier les caractéristiques pièce chaude, en ayant en tête que ces caractéristiques vont évoluer dans le temps et vont former les caractéristiques finales de la pièce. Et donc, mon travail s'inscrit dans la mesure pièce chaude. Et donc, si on arrive à mesurer une pièce 10 secondes après la sortie, on peut réaliser un modèle de contrôle et ajuster la pièce suivante, ajuster les réglages pour la pièce suivante. La question de ma recherche, c'est d'explorer en fait le potentiel du contrôle non invasif, de méthodes non invasives, dès la sortie de la machine, et d'associer ça avec de l'analyse état de l'art en traitement de données par réseau de neurones profonds, pour détecter tout type de défauts. Les principales contraintes industrielles, c'est tout d'abord de pouvoir détecter des défauts géométriques, mais également des défauts d'aspect. Les défauts d'aspect, c'est un problème assez important puisque c'est un peu plus subjectif et moins normé. Enfin, l'idée, c'est de détecter des défauts qui potentiellement ne sont pas visibles sur une pièce chaude, mais qui, avec le refroidissement, vont apparaître plus tard. Et on verra comment on peut s'y prendre. Une grosse contrainte, c'est le respect de la durée du temps de cycle. On doit réaliser la mesure, et même si on veut faire de l'ajustement en boucle fermée, on doit réaliser l'analyse des données en un temps inférieur à la minute. On est plutôt même en dessous de 10 secondes en moyenne. Et puis globalement, le coût du moyen de mesure doit être faible, puisqu'en fait, il est aujourd'hui, vu le faible prix de la matière pétrole, matière première plastique, il est souvent moins coûteux
de produire des pièces mauvaises plutôt que, et de les jeter plutôt que d'investir dans des moyens de mesure, des machines spéciales très coûteuses. Voilà. Donc on verra comment on répond aussi à ce problème. Donc on a d'abord dressé un état de l'art et on a essayé d'étudier expérimentalement différentes méthodes. Je commencerai par les méthodes les plus communes, plutôt en contrôle par contact ou invasive. Donc là, l'idée, c'est la première méthode, c'est qu'un opérateur humain, un contrôleur qualité, prenne un certain nombre de pièces. Il ne peut pas faire du contrôle à 100%, sinon il doit faire son contrôle en moins d'1 minute. Et donc régulièrement, il va prendre une pièce sur 10 et la contrôler, la regarder sous tous les angles. Ça, c'est ce qui est globalement bien répandu. On peut également faire de la mesure de variable d'état du procédé. C'est ce sur quoi ont travaillé des partenaires industriels dans le cadre du projet Sapristi. Ça veut dire qu'on va positionner des capteurs au sein du moule, au plus proche de la matière, afin de capter les caractéristiques de la matière fondue qui vont potentiellement créer des caractéristiques sur le produit final. Le problème, c'est le coût de cette installation dans les moules, parce qu'on a des canaux de refroidissement, les moules sont complexes. On a également des problèmes de maintenance, il y a de fortes contraintes subies, également au niveau des câblages, c'est assez difficile à mettre en œuvre et coûteux à maintenir. Pas forcément viable industriellement. Ce qui est très répandu par contre, c'est la pesée des pièces, notamment dans l'industrie automobile. Ça paraît assez évident, l'idée c'est à partir de la mesure de la masse, on est capable de détecter si par exemple la pièce est complète ou incomplète. Effectivement, s'il y a un manque de matière, la masse va varier beaucoup. En revanche, quand on veut cibler des défauts d'aspect, des défauts assez subtils, là on s'est rendu compte que la pesée n'est pas un indicateur suffisant. Enfin, on peut faire de la métrologie par contact, donc ça c'est une mesure robuste, bas coût, par exemple avec un comparateur manuel qui permet une bonne précision. Il y a une assez grosse difficulté ici, c'est la notion de posage répétable, donc en métrologie, mais également le fait qu'on peut parfois mesurer des solides déformables, donc là il faut prendre en compte la déformation, ça peut être assez compliqué. Puis je vous présenterai maintenant, c'est plutôt le cadre de notre étude, c'est l'étude de mesures non invasives, où on ne rentre pas en contact avec la pièce ou le procédé. On a évalué le scanning 3D, voici le résultat qu'on a pu obtenir en faisant un scan 3D en temps de cycle. Donc on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir la géométrie globale de la pièce. En revanche, on voit des trous, des manques dans le nuage de points. Ça peut être difficile à exploiter. Et puis la précision n'est pas forcément suffisante quand on veut aller étudier des défauts d'aspect, qui sont des défauts qui vont plutôt être autour de la dizaine de micromètres. Là, en précision, on est autour de 100 micromètres. Voilà. Ça peut être assez limitant. Également, le coût de ces systèmes n'est quand même pas négligeable. On peut réaliser de l'imagerie classique, l'imagerie conventionnelle dans le visible. Donc voici une image qu'on a pu obtenir simplement avec une webcam. Là, sur cette image, on est capable déjà de voir la forme globale de la pièce et également les caractéristiques d'aspect. Donc on voit par exemple une petite traînée blanche par ici. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et on va garder ça pour notre étude. Et par contre, on va pousser l'analyse en utilisant des réseaux de neurones profonds. Enfin, on peut compléter l'imagerie dans le classique conventionnel avec de l'imagerie non conventionnelle, en particulier dans des spectres, dans des longueurs d'onde d'études différents. Par exemple, dans l'infrarouge, on fait de la thermographie. Là, c'est très intéressant puisque les pièces, 10 secondes après production, elles sont encore chaudes. Elles sont autour de voilà, un peu en dessous de 100 degrés. Et donc, étudier les motifs de la thermique vont être intéressants. Ou également étudier d'autres modalités d'éclairage ou de polarisation de la lumière. Donc là, on va faire de la polarimétrie. C'est vraiment sur ça qu'on s'est focalisé. La démarche de recherche est très expérimentale. L'idée, c'est déjà d'avoir balayé un panel technologique assez important en faisant une étude, en étudiant la bibliographie académique, mais également industrielle. Très rapidement, on allait vers la réalisation de prototypes afin de pouvoir les valider expérimentalement lors de campagnes d'essai. Donc voici une des premières campagnes d'essai qu'on a réalisées. Là, la pièce vient d'être présentée, c'est la pièce boîte noire pour imagerie thermique et conventionnelle. Là, on a le scan 3D. On a réussi donc on a réalisé cet essai chez IPC, Centre Technique IPC. On a réussi à réaliser le scan 3D pendant le temps de cycle. Donc on avait un temps de cycle d'1 minute. Et là, la mesure le scan 3D prend voilà, 15 secondes. Donc c'est compatible. Par contre, ça générait des nuages de points avec des manques assez difficiles à exploiter. On a produit de 50 à 800 pièces lors de différentes campagnes d'essai, soit en évaluant l'ensemble des réglages procédés, l'ensemble de la plage de fonctionnement par plan d'expérience, soit en faisant une production plutôt que ce qui se fait dans l'industrie au fil de l'eau, en essayant d'introduire des défauts caractéristiques. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté l'aperçu du projet de recherche,
je m'intéresserai à l'apport principal de mon travail qui concerne donc l'usage de l'imagerie non conventionnelle. Donc je commencerai dans un premier temps par l'imagerie thermique et ensuite imagerie polarimétrique. Donc voici la grande question en fait, c'est déjà qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'image thermique contient une information sur les caractéristiques finales, qualité du produit? Là vous voyez défiler en fait toutes les pièces produites lors de l'essai que je vous ai présenté chez IPC. Donc on voit que sur l'imagerie conventionnelle, on voit qu'il y a une évolution, on voit des défauts apparaître, disparaître, et on voit la même chose en imagerie thermique. Donc là l'idée, donc les évolutions, là, les changements de caractéristiques d'aspect sont assez subtils à voir. Il faut réaliser un traitement d'image assez poussé. En revanche, sur la thermique, on voit de plus grosses variations, puisque par exemple, on a fait varier la température de refroidissement du moule. Et donc, potentiellement, il y a une information complémentaire, suite à cette vue un peu qualitative, une information complémentaire qui va être intéressante à étudier. C'est suite à ces résultats qu'on a choisi de pousser la thermique. On s'est particulièrement intéressé au lien entre une image thermique d'une pièce chaude et la géométrie de la pièce finale, qui peut être mesurée plusieurs jours après production, après stabilisation. Et donc on a réalisé une étude. Donc l'étude se base sur un jeu de données, puisqu'on va faire de l'apprentissage statistique. Le jeu de données est très faible en comparaison de la littérature, on a très peu de pièces. Pourquoi? Parce qu'en fait là on fait de la microscopie confocale pour mesurer le fond de la boîte, donc le fond de la boîte. Là, ce que vous voyez, là, c'est les deux traces des éjecteurs. Et au centre, c'est la trace de la buse d'injection, voilà, qui est également le point chaud dans l'image thermique. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre image thermique et caractéristiques géométriques de la pièce finale? À vue d'œil, il semble que oui. Par contre, le lien voilà, un modèle linéaire ne va pas être suffisant, ou même polynomial, pour modéliser ça. Et donc, on a obtenu les meilleurs résultats là, avec un modèle à un réseau de neurones profonds en deep learning. Donc l'idée, ça a été d'utiliser un réseau antagoniste génératif. Donc je vais vous détailler un peu le principe de fonctionnement pour constituer un modèle qui va nous permettre, à partir d'images thermiques, de régénérer la géométrie complète de la boîte finale. Enfin, la géométrie du fond de la boîte, pas la géométrie 3D. Donc on a en entrée l'image thermique, et là on utilise un premier réseau qui est un réseau générateur. L'objectif de ce réseau, c'est d'extraire l'information pertinente de cette image. Donc un réseau de convolution est ici représenté, c'est un schéma simplifié bien sûr. L'idée c'est d'exprimer l'image thermique dans un vecteur de 512 valeurs scalaires. Et à partir de 512 valeurs, une deuxième partie du modèle va régénérer cette fois une image thermique, une image géométrique, donc en fait la géométrie de la boîte finale. Donc là vous voyez qu'on est au début de l'apprentissage de ce modèle. Du coup, ce que génère le réseau est relativement peu crédible, peu réaliste. On voit là, par exemple, les points d'injection ne sont même pas, enfin, les points d'éjecteur ne sont pas bien représentés. Donc, pour optimiser ce modèle, si on le laissait comme ça, il pourrait générer en fait ce qu'il veut comme type de pièce. Donc, on va contraindre ce problème. Pour le contraindre, on ajoute un second réseau qui va prendre en entrée les images générées et les images réelles. C'est le principe du réseau antagoniste. Ces deux réseaux vont être appris en parallèle. Donc en entrée, on a en fait un réseau de neurones pareil de convolution, mais dont l'objectif est bien plus simple. L'objectif, c'est simplement de classifier, de dire si cette image semble être une image de géométrie réaliste ou si c'est une image artificielle qui a été générée. Et donc c'est un réseau qui s'appelle le discriminateur. Alors la théorie, et donc là par exemple le réseau aurait dû répondre que c'est bien une image générée, ce qui est assez visible pour un humain. La théorie des réseaux génératifs a été proposée dès 2014, et c'est un problème d'optimisation où on cherche à minimiser une fonction de coût qui est en fait identique pour les deux réseaux. Enfin, c'est un problème d'optimisation, on cherche d'un côté à minimiser, de l'autre côté à maximiser cette fonction de coût. Cette fonction de coût, elle est très simple, elle correspond en fait à la bonne réponse du modèle discriminateur. C'est-à-dire, quand le modèle répond bien, c'est-à-dire là c'est une image générée, cette valeur vaut 1. Quand il répond mal, la valeur vaut 0. Et donc, dans un premier cas, on a une fonction de coût pour cette partie générateur, qui en fait, l'objectif, c'est de minimiser ces bonnes réponses du discriminateur. Ça veut dire que le générateur va être entraîné, on optimise les poids du réseau, afin en fait, de réussir à tromper le discriminateur. En revanche, le discriminateur, son objectif, ça va être de maximiser ses bonnes réponses, et donc d'arriver à discerner les images générées des images réelles. Si
Si on prend un stade d'apprentissage un peu plus avancé, vous voyez que là, l'image est un peu plus fine. Donc là, on a un apprentissage qui a tourné une dizaine de minutes. Pour un humain, ça commence à être difficile de discerner les deux. Donc, quelle est l'image réelle et quelle est l'image générée? Donc, en fait, l'image générée était sur la gauche. Donc, on présente ce couple d'images, par exemple, au réseau discriminateur. Et là, donc voilà les réponses qu'on devrait obtenir. Et là, le discriminateur répond ceci. Donc, il répond dans le cas 1 que la géométrie qu'il aperçoit, c'est une géométrie réelle correspondant à notre jeu de données d'apprentissage. Et dans le cas 2, il répond que c'est une géométrie générée. Donc là, le discriminateur se trompe complètement. Donc là, il a 100% d'erreur. Donc, si on regarde notre fonction de coût, dans le cas de l'optimisation du générateur, eh ben, là, on a vraiment un générateur très performant. Donc, à la prochaine itération d'apprentissage, on ne va pas ajuster les poids du modèle puisque le générateur a réussi son contrat qui était de tromper le discriminateur. En revanche, lors de la prochaine itération d'apprentissage, on va devoir modifier les poids du discriminateur pour qu'à la prochaine itération, il essaye de réussir à mieux répondre à ce problème-là. Voilà pour le principe. Les résultats qu'on a obtenus sont assez satisfaisants. Donc voilà, donc là je vous présente les résultats obtenus sur un jeu de données de validation, seulement 9 images. Donc c'est un jeu de données qui n'a pas été vu par le réseau de neurones. Ça, c'est les résultats pour des métriques classiques de l'imagerie, de la littérature de comparaison d'images. C'est des métriques qui se basent sur de la comparaison pixel à pixel. Et donc pour nous, ça n'a pas été assez suffisant, puisque nous, on ne s'intéresse pas à la bonne traduction des pixels, un pixel thermique en pixel d'une géométrie. On s'intéresse vraiment à la représentation géométrique. Donc on a introduit l'utilisation de la décomposition modale discrète, qui est une méthode développée au laboratoire SIM il y a une quinzaine d'années. Et donc, le principe est relativement simple. La décomposition modale permet d'exprimer toute forme géométrique sous la forme de coefficients modaux qui sont construits simplement par une opération scalaire. Donc, typiquement, le mode identifié 0, le premier mode correspond à une translation verticale. Voilà. Dans le cas d'une image numérique, ça correspondrait à la luminance globale de l'image. Et ensuite, les modes suivants sont des modes voilà, d'inclinaison ou plus raffinés. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié par Thomas Lacombe en 2018 dans ses travaux de doctorat, cette idée d'utiliser cette méthode de filtrage d'images pour caractériser des images. Donc voici là le spectre modal, donc par coefficient, de cette image-là. Et ce qui est intéressant également, c'est que les modes de niveau faible correspondent à des défauts de géométrie globale, alors que plus on va augmenter dans les indices, plus on va aller vers de l'ondulation ou de la rugosité des surfaces. Voici le résultat qu'on a obtenu pour le résultat de notre reconstruction. Donc, en rouge, vous avez le spectre modal en coefficients modaux d'une géométrie réelle. Je me suis trompé, c'est la géométrie générée. Et donc on voit qu'il y a une grosse similitude entre les différents modes, en particulier les modes les plus importants sont très similaires, les plus significatifs. On voit que globalement le bruit, les modes faibles sont relativement ignorés, donc c'est a priori une méthode robuste. Par contre, on voit que certains modes, par exemple ce mode-là, qui est quand même assez significatif, est mal reproduit. Donc on pourrait s'intéresser en perspective pourquoi certains modes sont moins bien reproduits que d'autres, surtout quand ces modes sont significatifs. Et donc on étudie voilà, la métrique en comparaison de spectre modal. Donc c'est les deux colonnes que j'ai ajoutées. Et là on s'aperçoit que voilà, la distance cosinus en comparaison de la distance pixel-pixel est encore plus proche de 1. Donc ça veut dire que quand on fait de la comparaison pixel à pixel, on obtient des résultats très, très bons mais pas excellents. Et là par contre, quand on regarde la capacité de reconstruction de la géométrie, là on est dans quelque chose des résultats très excellents. Également, les écarts types sur 9 pièces sont très faibles, ce qui en fait montre qu'a priori, suite à ces études, on peut affirmer qu'il y a une information dans l'image thermique sur la géométrie de la pièce finale. Donc ces travaux ont donné lieu à une communication en congrès international en 2018. Maintenant qu'on a vu que l'imagerie thermique était une méthode intéressante, on la conservera dans notre dispositif de mesure. Je vais maintenant m'intéresser à l'étude de l'imagerie polarimétrique. Alors,
on va poser deux hypothèses physiques là-dessus, sur le phénomène de réflexion de la lumière. Et pour ce faire, je vais zoomer vraiment à la surface de la matière. Donc on va voir une vue en coupe. Là, vous avez voilà, la surface supérieure de la matière et les couches internes voilà, d'un polymère semi-cristallin thermoplastique. Imaginons maintenant un rayon lumineux, un rayon A. Donc les flèches rouges signifient que c'est un rayon qui n'est pas polarisé. Il correspond à un éclairage diffus, éclairage ambiant, ou en tout cas très peu polarisé linéairement. On considère qu'il est non polarisé. Lorsqu'il frappe la surface et que la réflexion de ce rayon est spéculaire, on obtient en retour une réflexion qui, cette fois, va être polarisée selon l'angle d'incidence, avec un angle de polarisation linéaire correspondant à l'angle d'incidence du rayon initial. Imaginons le rayon B. Là, ce rayon, c'est lié en fonction de sa longueur d'onde. Ce rayon-là va plutôt être diffusé par la matière, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans les couches internes et va être réfléchi de nombreuses fois. Et donc, en sortie, la polarisation linéaire sera très peu existante. On peut considérer que c'est un rayon diffus. Donc là, on voit déjà que si on fait de la polarimétrie sur cette pièce-là, à ce niveau-là, on va voir certaines caractéristiques sous forme sur la composante diffuse, alors que d'autres vont être plutôt s'exprimer dans la composante spéculaire. Maintenant, imaginons une pièce, ou même la même pièce, avec une partie où il y a des défauts d'aspect, par exemple. Dans le cas d'une brûlure, c'est quelque chose qui va modifier la structure du polymère. Là, on pose l'hypothèse que les défauts plutôt structurels de la matière vont avoir tendance à modifier la composante diffuse. On va pouvoir les mettre en valeur dans les réflexions diffuses. Le rayon qui ressort va plutôt ne pas posséder d'angle de polarisation. Et puis imaginons un dernier rayon, cette fois qui va plutôt frapper un creux ou une rayure sur la pièce. Et bien là, vu que l'angle est différent par rapport au rayon 1, l'angle d'incidence de la surface, eh bien on va en fait avoir une réflexion spéculaire, mais cette fois l'angle de polarisation va varier, et donc on pose l'hypothèse que les réflexions spéculaires peuvent être mises en valeur quand on étudie l'angle de polarisation de la lumière réfléchie. Pour réaliser notre étude, on a développé un polarimètre bas coût, composé simplement de 3 webcams superposées. Donc c'est des webcams du commerce. Du coup, on obtient 3 images avec 3 points de vue différents, et on positionne un filtre polarisant devant chaque caméra. Donc un filtre selon un angle arbitraire qu'on considère être 0 degré en polarisation linéaire. Ici 60 degrés, ici 120 degrés. L'objectif, c'est d'imager l'ensemble des caractéristiques de polarisation linéaire qui existent. Mais comme on a 3 points de vue, on souhaiterait, pour avoir un visuel, fusionner en fait ces 3 images. Et donc on réalise une calibration de ce dispositif à partir d'une mire de calibration avec des marqueurs, une grille classique d'imagerie. Voilà. L'idée, c'est que j'ai positionné la grille selon le plan du fond de la boîte. Et donc quand je calibre mon système, je connais la position de cette grille selon les 3 points de vue. Je suis capable de fusionner les images dans le plan du fond de la boîte. Et donc, observer ici l'angle de polarisation linéaire. Par contre, tout ce qui est en dehors du plan de la boîte, on verra un problème lié, ça ne sera pas bien superposé puisqu'il y a une différence de point de vue. C'est l'effet de la parallaxe. L'intérêt de ce système, c'est qu'on obtient une image de très bonne définition grâce au webcam à relativement bas coût. Donc, en réalisant une étude qualitative, j'ai extrait de ces mesures, de ces 3 images, la composante diffuse et puis la composante spéculaire. Sur la composante diffuse, on observe plutôt, là on voit la mise en valeur des poussières en particulier. Les poussières sont vraiment quelque chose qui va plutôt diffuser la lumière. Et puis on voit également là une petite trace blanche qui correspond en fait à une marque appelée givrage dans le terme de la plasturgie. En revanche, sur l'image spéculaire, on voit que ce qui est mis en valeur, c'est plutôt le défaut là, qui est un défaut de rotation, également les rayures présentes sur la pièce, et puis le point de la buse d'injection centrale qui ressort bien. Donc ça semble confirmer nos 2 hypothèses. Donc on a réalisé, comme pour la thermographie, une étude pour essayer de savoir s'il y avait vraiment dans la polarimétrie une information sur la qualité du produit final. Donc l'idée déjà, c'est d'utiliser les données brutes des capteurs. On ne cherche pas à faire de traitement d'image, voire même ici, je n'ai pas utilisé de reconstruction par homographie pour obtenir ces résultats. L'idée, c'est d'avoir un système vraiment indépendant des modalités de prise de vue.
Et on va comparer les performances de classification de la conformité des pièces. Donc on dispose d'un jeu de données, il y a 5 experts humains qui se sont réunis et qui ont évalué pendant de longues heures est-ce que ces pièces étaient conformes ou pas. Donc on a un jeu de données de 120 pièces, et donc on dispose de l'information sur la conformité. Afin de s'affranchir des algorithmes de classification, on sélectionne pour chaque cas d'étude le meilleur algorithme par optimisation. Ici, c'est une optimisation génétique. Donc, on a entraîné plusieurs milliers de modèles différents et on va sélectionner vraiment le meilleur à chaque fois pour que ce ne soit pas, on ne puisse pas dire que c'est l'influence, les résultats sont influencés par l'algorithme, le choix de l'algorithme. On réalise en fait 3 modalités différentes d'imagerie. De l'imagerie conventionnelle avec un éclairage non polarisé, l'éclairage diffus classique. On réalise de l'imagerie en polarimétrie, donc en positionnant nos filtres polarisants devant les images, et on a choisi de polariser linéairement l'éclairage pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être mis en avant, est-ce qu'on obtient de meilleures performances. Et puis de l'imagerie polarimétrique avec un éclairage diffus. Donc si il existait une info sur la qualité des pièces, on devrait obtenir de meilleures performances dans les 2 dernières modalités. Malheureusement, cette étude nous a en fait montré le contraire. Et donc, je vous ai représenté dans un tableau, vous avez les images associées à chaque caméra sous chaque modalité d'éclairage. L'idée là, c'est que c'est le score de justesse de classification, donc la justesse de classification de la conformité ou non-conformité. Plus c'est proche de 1, mieux c'est. Et dans le cas de l'utilisation de la polarimétrie, donc c'est les 2 premières lignes, on voit qu'on obtient des résultats très satisfaisants quand même, on est à presque 90% de bonnes réponses. Par contre, quand on utilise nos 3 caméras sans filtre polarisant devant, on obtient de meilleurs résultats. Ce qui est assez étonnant, et ce qui, nous, l'analyse qu'on pose, donc on remet en doute évidemment la rigueur de ces études, puisqu'on n'était pas en condition de laboratoire. De même, nos filtres polarisants n'étaient pas calibrés, on ne connaît pas leur transmittance en fonction de l'angle de polarisation. Mais pour aller plus loin, on pose même l'hypothèse que finalement, il y a plus d'informations en utilisant 3 points de vue différents qu'en utilisant de la polarimétrie. Voire pire, mettre des filtres polarisants semble dégrader l'information présente dans l'image en comparaison d'une image à 3 points de vue. Ça peut être expliqué par exemple quand le filtre polarisant est orthogonal à l'éclairage. Ici, on a une image très sombre. Donc peut-être que les filtres polarisants modifient l'image de façon négative. Et donc ce travail a donné lieu, cette étude, à une communication en 2019. Donc on va conserver en synthèse sur l'imagerie non conventionnelle notre imagerie thermique dans notre dispositif et notre imagerie polarimétrique, on souhaite la conserver parce qu'on pense vraiment que nos hypothèses sont intéressantes et qu'à terme ça peut réussir lorsqu'on pourra extraire réellement l'information de la polarimétrie. On pourra mettre en valeur défauts structurels et défauts géométriques. Et on conserve également la méthode globale de ces 2 études, qui est d'utiliser les données brutes issues des capteurs, et pour ça, on utilise des réseaux de neurones profonds. Je vais maintenant vous présenter l'intégration de tout ce système dans un dispositif, voilà, et puis également l'intelligence. En particulier, j'appuierai sur l'intégration de l'humain. En fait, on a besoin de l'information sur la qualité des pièces venant d'un expert humain. Et puis je présenterai les études expérimentales qu'on a menées pour valider notre système de mesure. Donc, alors voici lors d'un des derniers essais, le dernier essai qu'on a réalisé sur site. Voici le dispositif de mesure avec les 3 webcams, caméra thermique. Donc là, il y a une détection de présence de la pièce, l'éclairage s'allume et on réalise la mesure, les prises de vue. Donc c'est très rapide. On a un système également simple à mettre en œuvre. Actuellement, il est posé sur un trépied photographique. On peut imaginer le rendre plus répétable en vissant ça sur le corps de la machine. Et voilà. L'idée d'intégrer l'éclairage, l'objectif c'est de maîtriser notre environnement d'éclairage. Donc voici un éclaté de ce qui a été fait. On a intégré tout le système dans une sphère pour des questions de design. Donc les 3 webcams superposés ont été un peu miniaturisés pour être superposés comparé à l'utilisation classique. On a une caméra thermique qui est très petite, mais qui possède les meilleures qualités pour sa taille et également le coût. C'est une caméra qui est utilisée dans certains smartphones, elle est intégrée. Et on a une détection de présence de pièces par laser temps de vol et par sonar également. Voici les données qu'on a pu récolter lors de 3 essais différents. Donc vous voyez là, on a étudié, finalement on a 2 pièces représentées. Là c'est plutôt une plaque issue du partenaire Plasticomium.
et puis là, les fameuses boîtes noires. Donc, on voit l'image thermique à gauche, et sur l'image thermique, on voit la présence de points chauds, en particulier sur la plaque, qui correspondent en fait aux carottes par là où arrive la matière. Donc, ça reste les points les plus chauds de la pièce. Et puis, les 3 images ici correspondent à chaque image avec son filtre polarisant devant la caméra. Donc, c'est ces données qu'on analyse. Maintenant, on souhaite qu'un expert humain puisse annoter notre jeu de données et que quand une pièce produite est mauvaise, il puisse dire à notre système « cette pièce est mauvaise ». Et puis, suite à ça, lorsqu'on a une vingtaine de pièces dans le jeu de données, on réalise un apprentissage de notre modèle afin d'obtenir un modèle de la notion de qualité pour n'importe quel type de pièce. Donc, voici l'interface web qu'on a développée. Et puis, donc, voici le procédé d'annotation pour un expert humain. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle pièce est produite, l'image va apparaître. Et donc, l'expert humain a juste à sélectionner sur une échelle de 1 à 5. Donc là, par exemple, il valide. Donc, en bleu, vous voyez ce que le système a dit. Donc là, en bleu, le système avait dit que cette pièce était de bonne qualité. Et donc, l'expert humain là, peut valider ou même compléter lorsque le système n'a pas été capable de donner de réponse. Voilà. On peut également écarter les pièces du jeu de données si besoin. L'idée d'une interface sur navigateur web, c'est que c'est simple à mettre en œuvre. On peut collaborer à plusieurs experts. Et puis, vous pouvez faire de la notation en ligne lors de la production, par exemple depuis un ordi ou une tablette, ou également hors ligne plusieurs jours après production. Au niveau de l'architecture choisie en logiciel, l'idée c'est de, par exemple, une pièce va être imagée par le dispositif. Donc on intègre on a un mini PC embarqué qui va réaliser l'acquisition, la détection de pièces, également le pré-traitement qui correspond par exemple à de la compression d'images, puisqu'on va envoyer les données dans une base de données distante, soit sur serveur local sur site ou dans le cloud. À partir de cette base, l'expert humain va compléter en fait et va annoter les pièces comme je vous l'ai présenté sur une échelle de 1 à 5. Quand on a un certain nombre de pièces dans la base de données annotées, donc au départ on attend qu'il y ait 20 pièces annotées, et puis toutes les 10 nouvelles pièces annotées, on met à jour le modèle. Donc la mise à jour du modèle, c'est des calculs qui se font sur processeur graphique. On a besoin de beaucoup de puissance, donc on préconise de réaliser ces calculs dans le cloud, sur des serveurs dédiés. Mais on peut également imaginer utiliser un serveur local qui possède des grosses cartes graphiques. Une fois que le modèle est appris, le dispositif est capable d'inférer la qualité. Donc, dès qu'il a une image, il est capable de dire est-ce que la pièce est bonne ou pas. On a eu des problèmes de latence réseau au niveau de l'envoi des données images et également de la réception, liée par exemple à de mauvaises connexions Wi-Fi dans les ateliers. Et pour cela, on propose en fait que quand le modèle est appris dans le cloud ou sur un serveur distant, on le téléverse dans le dispositif de mesure. Et en fait, le dispositif va être capable de réaliser l'inférence très rapidement. L'inférence sur un réseau de neurones, c'est très très rapide. Il faut juste un petit processeur graphique. On a des systèmes embarqués aujourd'hui qui le permettent. Donc le modèle est régulièrement mis à jour sur le dispositif. Alors, quelle est l'architecture du réseau qu'on utilise pour faire nos traitements? Donc c'est une architecture qu'on a obtenu les meilleures performances en utilisant de l'apprentissage par transfert de domaine. L'idée générale, c'est d'utiliser un modèle qui a déjà été appris sur plusieurs millions d'images. Ici, on a utilisé un modèle appris sur la base de données ImageNet, qui est une base de données de référence. Donc on est à 14 millions d'images. ImageNet, ça propose 10 000 catégories, avec environ 6 000 images par catégorie. Et on a par exemple des choses assez étonnantes, comme par exemple 200 races de chiens différentes, étiquetées sur ImageNet. Donc le but d'un réseau qui a été appris sur ce jeu de données, c'est si on lui présente une image de chien, de dire quelle est la race du chien. Ce n'est pas du tout notre problème. Nous, notre problème, c'est de la classification de la qualité. Donc l'idée globale du deep learning, c'est que là, on va plutôt avoir des filtres de convolution qui vont plutôt être des détecteurs de contraste ou des filtres de Gabor assez classiques en traitement d'image. Et là, plutôt sur la fin du réseau, ça va plutôt être la sémantique de l'image, c'est-à-dire à partir du filtrage, on va extraire l'information plutôt sémantique. Donc l'information sur la base de données ImageNet, classifiée des chats, des chiens, elle est encodée là-dedans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime ces dernières couches de réseau et on la remplace par des nouvelles couches qui sont entraînées spécifiquement sur notre problème. Donc on n'a pas besoin de réentraîner tout le réseau, on réentraîne juste nos dernières couches, ce qui permet qu'en une dizaine de minutes, on apprend notre modèle qui est en fait très petit, même s'il dispose d'une capacité de filtrage très importante. En sortie, on obtient une classification de la qualité. Maintenant, si on reprend cette image, vous vous rappelez qu'on a 4 points de vue différents, 4 images différentes. Donc comment on fusionne l'information de ces 4 images?
Là, l'idée, c'est de réaliser, voilà, d'utiliser un réseau préappris également et de réaliser l'extraction pour chaque image avant de fusionner. Donc on a également essayé de fusionner l'info en concaténant les images, en les mettant bout à bout en entrée du réseau, et on a obtenu de bien moins bonnes performances. Donc il faut vraiment extraire l'information de l'image avant de fusionner. La fusion est très simple, on obtient là un vecteur qui fait 1024 scalaires, on les met juste bout à bout, donc on obtient un vecteur 4096 sur nos nouveaux poids, et donc on entraîne là la partie classification de la qualité. Au niveau des résultats, voilà ce qu'on a obtenu là sur un essai chez IPC. Donc on a environ 200 pièces produites. On obtient 100% de bonnes réponses, ce qui est vraiment assez impressionnant. On a été étonné de ces essais. Donc là, le système est vraiment capable de classifier la qualité avec un très bon taux de réponse. Et on peut même aller plus loin en analysant la dernière couche du réseau, qui est un vecteur 1024. Si on exprime les valeurs de ces poids dans un vecteur, là par exemple 3D, par analyse par composante principale, là, on utilise l'algorithme UMAP qui est un peu plus évolué que l'analyse en composante principale. On observe un paquet de pièces mauvaises ici, et puis finalement, le réseau a même été capable de détecter 3 paquets de pièces bonnes sans qu'on ait pu lui dire, sans qu'on ait eu à lui dire. On a validé ces résultats par une courbe ROC, qui est une métrique importante sur les algorithmes statistiques. Si on met un seuil de 0,1 sur notre probabilité de classification, on obtient déjà juste 5% d'erreur. On obtient 100% pour un seuil médian à 0,5. Je vais vous présenter maintenant le deuxième essai expérimental qui a été réalisé chez Plasticomium. Là, le système a beaucoup moins marché. Voici une vue de ce qui se passe. Donc là, la pièce est lâchée positionnée sur un posage à partir des ventouses. Et notre système a détecté la pièce et réalisé la mesure. Alors, au niveau de l'ajustement sur le jeu de données apprentissage, on voit qu'on a un très bon ajustement. Le modèle s'est très bien ajusté aux données d'apprentissage. En revanche, quand on fait sur le jeu de données de validation, on voit que les performances sont que de 60%, donc c'est un taux d'erreur très, très élevé. Et en fait, quand on regarde un peu la dernière couche du réseau, voilà, on s'aperçoit du problème. Par exemple, là, l'opérateur humain va positionner ses mains pour attraper la pièce, et nous, on a mesuré ça. Donc même si on fait du recadrage, pour éviter, par exemple, que le tabouret bouge dans nos images, eh bien, on a un autre problème qui est le positionnement de la pièce qui n'est pas répétable. Notre posage n'était pas du tout suffisant. Et donc, ça entraîne, finalement, on introduit de la variabilité dans notre jeu de données, et ce qui fait que le système est là et ne fonctionne pas. On a également deux gros paquets. Et bien, finalement, ces deux paquets correspondent à un changement d'éclairage de l'atelier, un tube néon qui a été allumé dans un cas et éteint dans l'autre. Donc là, on montre un peu la difficulté de travailler avec des modèles par apprentissage. On peut penser que les modèles sont des modèles plutôt boîte noire. Donc on peut réaliser, en fait, on peut étudier sur quel pixel le modèle va vraiment, à quel pixel il va s'intéresser pour donner sa réponse. Donc on réalise ça avec quelque chose qui a été proposé en 2014. On obtient des cartes de science en regardant la dernière couche de convolution du modèle. Et là, on voit, quand on regarde pour cette image entrée, une image mauvaise ou une pièce conforme, on obtient que le modèle s'intéresse en priorité au point d'injection, ce qui est assez étonnant, mais il tire le maximum d'informations du point d'injection. Mais également, là, on voit que les côtés de la boîte, donc finalement la géométrie de la boîte, est bien utilisée par le modèle pour donner sa prédiction. Donc ça nous conforte dans l'idée que le modèle apprend bien des caractéristiques géométriques de la boîte. Pour aller plus loin, on propose de faire de l'apprentissage non supervisé. On a évalué différentes méthodes, et la plus intéressante est l'utilisation d'auto-encodeurs variationnels. Donc là, comme pour dans la thermique, on ne cherche pas à traduire une image en image thermique. En fait, on cherche à créer un algorithme de compression. On a une image en entrée, et on cherche à régénérer la même image. Donc on fait de la comparaison pixel à pixel. Sauf qu'au centre, on demande au modèle de compresser l'information dans un vecteur 128 scalaire, donc très faible. Donc on extrait l'information pertinente. Une fois qu'on a ces 128 scalaires, on peut réaliser une classification non supervisée sur ces données-là. Voilà les résultats qu'on obtient avec une extraction des paramètres par auto-encodeur. Et puis avec un autre algorithme qui là qui n'utilise pas des réseaux de neurones, l'algorithme UMAP, qui lui travaille à partir des pixels bruts. Cet algorithme est assez performant et c'est vraiment un algorithme état de l'art aujourd'hui. Cet algorithme, ce qui est intéressant, c'est qu'il détecte vraiment, là, on n'a pas noté les pièces, donc il détecte quand même 4 paquets de pièces, 5. L'auto-encodeur détecte
globalement, c'est les mêmes paquets. Par contre, il propose un peu plus de variabilité à l'intérieur des paquets, ce qui peut être plus intéressant pour faire de la classification fine. Quand on regarde les scores, on a quand même le résultat annoté par l'humain, et donc on peut faire la moyenne des scores par paquet. Alors, le paquet -1, en fait, correspond à des pièces qui n'étaient pas annotées, et ça, c'était volontaire, puisque l'expert humain, là, n'a pas annoté, c'est des pièces qui correspondent au bras robotique, donc c'est des erreurs de mesure. Et on voit que le système, de manière non supervisée, est capable d'extraire vraiment les pièces, voilà, un paquet de bras robotiques, et donc ça c'est très intéressant. Au niveau de la moyenne des scores, on voit que la moyenne est assez consistante dans tous les cas, sauf dans ce cas-là où on a quand même un écart type de 1, ce qui est assez élevé sur une métrique de 1 à 5. Mais ça montre quand même l'intérêt de cette méthode. Et voilà. À terme, on pourrait demander à un expert humain, plutôt que de classifier pièce par pièce, lui présenter ce type d'image et de classifier un paquet de pièces, ce qui limiterait le biais humain. Je vais maintenant dresser un bilan de ces 3 années de recherche. Au niveau des publications, j'ai communiqué en congrès, donc 5 congrès internationaux. Il y a également un brevet français qui a été déposé sur le système. Les contributions de mon travail, c'est en particulier l'utilisation de l'imagerie non conventionnelle. J'ai montré l'intérêt de la mesure thermique pour étudier la géométrie des pièces finales, l'architecture de réseaux de neurones, comment on réalise la fusion de 4 informations avec différentes modalités, et puis le dispositif, tout ça a été intégré dans un système de mesure et validé sur site. En particulier, ce dispositif, il est faible coût en comparaison de ce qui existe sur le marché. Il est flexible, étant donné qu'on est par apprentissage, on peut le balader dans l'atelier simplement et se mettre à apprendre sur de nouvelles pièces. Donc il n'est pas limité à une unique pièce, un unique cas d'étude. Et puis il est globalement simple pour l'utilisateur. On a une interface développée pour que ça puisse être un opérateur plasturgiste qui annote les pièces. On a 2 types de perspectives sur ce projet de recherche. En court terme, ce projet est en maturation avec la SATT et Linxium. L'objectif, ça va être courant 2021, de commercialiser le dispositif. Pourquoi faire ça? En fait, on a besoin de cas d'études. Donc en commercialisant, on va pouvoir récolter des données et affiner nos algorithmes. Et puis à plus long terme, on envisage d'utiliser la thermographie dynamique, en fait, d'étudier l'évolution thermique de la pièce pendant son refroidissement. On a montré si on fait une mesure en 2 secondes d'écart, on est capable de voir déjà une différence. Ça peut être intéressant pour étudier la variation de densité de la pièce. L'imagerie de Müller, en contrôlant la polarisation linéaire de l'éclairage, on va pouvoir aller encore plus loin. Et puis, une thématique de recherche au laboratoire a montré l'intérêt de la variation de l'éclairage. Variation de l'éclairage, eh bien, on a un nouveau dispositif en cours de développement. On fait varier l'éclairage, et donc on acquiert encore plus de données. L'apprentissage non supervisé, je vous en ai parlé. L'objectif à terme, c'est d'aller vers de la généralisation d'un modèle de la qualité. C'est-à-dire qu'un humain, quand il prend une pièce plastique, il est capable de voir tout de suite une rayure ou une marque. Pour ça, il va nous falloir beaucoup de données et beaucoup de cas d'études. Donc on évalue une dizaine de pièces d'études, plusieurs milliers d'images par pièce. Peut-être qu'à terme, on arrivera à un modèle générique de la qualité d'une pièce en plasturgie. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.